Bonjour, Monsieur Paul Lafine, bonjour Kenza, bonjour Ziane. Vraiment, je vous remercie d'avoir accepté de partager votre métier, vos expériences à ce jeune élève. À ceux qui sont présents actuellement, je vous remercie, les parents d'élèves, je vous remercie d'être là. Donc, comme tous les samedis, nous recevons des personnes de ressources dans un domaine précis. Aujourd'hui encore, nous recevons encore euh, le secteur du gouvernement, les Statistiques Canada, qui a deux présentations. Et on a Kenza et Diane. Et donc, on a la chance et l'honneur aussi d'avoir la présence de M. Paul Lafine, qui est ambassadeur de données. Et donc, c'est lui qui va faire l'ouverture de cette présentation. Donc, pour ne pas perdre encore le temps, puisqu'il y a un programme, donc je passe la parole à M. Paul, qui va faire son allocution d'ouverture. Merci beaucoup et merci beaucoup d'avoir invité mes collègues et moi à votre événement aujourd'hui. C'est un grand honneur d'avoir l'occasion de vous parler un peu de Statistique Canada. Vous m'entendrez des gens qui utilisent des techniques extrêmement avancées pour faire un excellent travail pour notre organisme et notre pays. Je voudrais premièrement vous en dire un peu plus sur nous. Statistique Canada produit des statistiques qui aident les Canadiens à mieux comprendre leur pays, sa population, ses ressources, son économie, sa société et sa culture. Outre le recensement que Statistique Canada effectue tous les 5 ans, il existe environ 450 enquêtes actives sur pratiquement tous les aspects de la vie au Canada. Au Canada, c'est un gouvernement fédéral qui incombe de fournir des statistiques. Au terme de la loi, Statistique Canada, organisme central de la statistique au pays, est tenu de s'acquitter de cette tâche pour l'ensemble du Canada. Dans une société ouverte et démocratique, il est essentiel d'avoir de l'information statistique objective. Celle-ci fournit aux représentants élus, aux entreprises, aux syndicats et organisations sans but lucratif, ainsi qu'à chacun des Canadiens, une base solide leur permettant de prendre des décisions éclairées. En tant que membre de la Commission de statistique des Nations unies, Statistique Canada soutient les principes fondamentaux de la statistique officielle. Pendant le reste de cette heure, vous entendrez deux personnes extraordinaires qui jouent un rôle extrêmement important pour s'assurer que nous comptons ce que nous devons compter aussi précisément et efficacement que possible. Je passe maintenant la parole à Kenza. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci Paul. Je vais partager ma présentation. OK. Voilà. Je signalais que pendant que je partage ma présentation, je ne vois pas forcément la plateforme Zoom. Donc, s'il y a des questions ou s'il y a des interventions, si quelqu'un pouvait juste m'arrêter puis m'indiquer « Hey, il y a une question », ça serait pas mal dans le fond. Alors, bonjour. Comme Paul l'a indiqué, je m'appelle Kenza Sallier, puis je suis méthodologiste principale à Statistique Canada. Tout d'abord, merci de m'accueillir ainsi que mes collègues en ce samedi matin. J'espère que vous passez une bonne fin de semaine. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours, de ce que je fais un petit peu au travail. Puis après, on aura quelques petites activités qui mettront en lumière l'importance des statistiques. Alors, cet acétate parle de mon parcours à l'école et de mes débuts à Statistique Canada. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas originaire du Canada, je viens de France et je suis arrivée au Canada en 2009. Donc, j'étais dans le système français jusque-là, puis je m'étais déjà un peu spécialisée en mathématiques. Donc là, je suis arrivée à Montréal et j'ai entamé un baccalauréat en mathématiques, spécialité statistique à l'Université de Montréal et j'ai obtenu mon diplôme du baccalauréat en 2013. Par la suite, juste après, j'ai entamé une maîtrise en statistique, toujours à l'Université de Montréal, que j'ai terminée en août 2016. Puis 2 mois plus tard, j'ai obtenu excusez-moi,
2 mois plus tard, j'ai obtenu un contrat à Statistique Canada parce qu'après ma maîtrise, j'avais besoin de trouver du travail dans le fond. Donc, c'est ça, en octobre 2016, j'ai obtenu un contrat de méthodologiste à Statistique Canada et ça m'a amené à déménager de Montréal à Ottawa dans le fond. Puis, lors de ce contrat de méthodologie, j'ai travaillé sur l'éducation postsecondaire au Canada. Par la suite, je suis passée par un processus de recrutement pour obtenir un poste permanent, donc non plus un contrat, mais vraiment un poste permanent. Et je suis devenue ce qu'on appelle un méthodologie junior. Et j'ai alors eu l'occasion de travailler en confidentialité et sur la protection des données. Puis, quand j'ai acquis un peu plus d'expérience, je suis devenue méthodologiste principale, donc un niveau un peu plus senior, et je me suis dirigée vers le recensement de la population canadienne. Donc, l'été dernier, si vous avez entendu parler de remplir le questionnaire du recensement, j'ai travaillé là-dessus. Alors, je vais juste faire un petit point de vocabulaire car j'utilise beaucoup le terme méthodologiste et je dois avouer qu'avant d'arriver à Statistique Canada, je n'avais jamais entendu ce mot. Donc, un ou une méthodologiste, c'est en fait un mathématicien statisticien ou une mathématicienne statisticienne. Puis, on peut voir que dans le mot méthodologiste, on retrouve le mot méthode dedans. Puis, en fait, c'est pour la raison suivante, c'est que les statisticiens mathématiciens ou statisticiennes mathématiciennes appliquent, adaptent et élaborent des méthodes mathématiques ou statistiques pour des problèmes pratiques. Donc là, ce que je vais faire, c'est que de manière plus concrète, je vais vous donner des exemples de projets sur lesquels on a besoin de mathématiques, de statistiques ou de méthodologistes et sur lesquels j'ai travaillé de près ou de loin. Donc, comme je l'ai mentionné, mon dernier poste en date dans lequel je suis toujours actuellement, c'est pour le recensement de la population canadienne. Donc, le recensement a pour but de dépeindre un portrait socio-économique et démographique détaillé de la population canadienne. Donc, l'idée est d'obtenir des statistiques sur la population afin d'informer les Canadiens et aussi que des décisions soient prises en se basant sur des faits et sur des données. Donc, pour obtenir ces statistiques, on envoie un questionnaire à tous les logements du Canada. Il y a plusieurs manières de remplir ce questionnaire. On offre la possibilité par Internet, par papier ou par téléphone, par exemple. Puis, l'une des choses qu'on doit faire dans mon équipe, c'est planifier le nombre de questionnaires papier à imprimer, poster et traiter. Vous devez réaliser qu'il y a 16 millions de logements privés au Canada. Donc, quand on pense à tous les questionnaires qui doivent être imprimés dans les 2 langues en plus, parce qu'on doit respecter le bilinguisme au Canada, le fait qu'on doit les poster, les envoyer, les récupérer, les scanner, les numériser, on peut imaginer qu'il y a beaucoup de logistique impliquée et aussi beaucoup de coûts impliqués. Donc là, je voulais juste faire une mini pause et voir si quelqu'un avait des idées peut-être de facteurs à prendre en compte lorsqu'on doit planifier le nombre de questionnaires papier à imprimer. Puis c'est correct si vous n'en avez pas, mais je vais laisser quelques secondes avant de donner un petit peu les différents éléments de réponse. Non? Personne? OK, pas de problème. Donc, ce qu'il faut faire, premièrement, c'est qu'il faut réaliser qu'un recensement, ça arrive tous les 5 ans. Donc, on a déjà des chiffres passés. Donc, on peut voir un petit peu au cours du temps combien de questionnaires papier ont été utilisés dans le passé pour répondre au recensement. Puis, on sait que plus on avance, plus on va avoir un nombre grandissant de personnes qui veulent utiliser Internet. Dans le fond, l'utilisation Internet de nos jours n'est pas la même que ce qu'on avait il y a 20 ans. Puis, on prend en compte la géographie et la démographie du Canada. Les groupes d'âge un petit peu plus âgés ont tendance à plus utiliser le papier que les jeunes groupes d'âge, dans le fond. On prend en compte l'augmentation de l'utilisation Internet, comme je le disais. Puis, on prend en compte les coûts. On a quand même des budgets à respecter. Tout ça pour dire qu'on développe des modèles mathématiques de prévision en avance. Donc, on utilise des techniques statistiques et mathématiques pour estimer d'avance le nombre de questionnaires papier à imprimer, poster et traiter. Alors, voici un autre projet. C'est l'étude sur l'utilisation de drogue qui a eu lieu en 2018. Donc, en mars 2018, l'Agence Statistique Canada a mis en œuvre un projet pilote qui avait pour but de prélever et de tester des échantillons d'eau usée municipale pour y déceler des traces d'environ une quinzaine de drogues. Et le but principal était de déterminer si on pouvait
estimer l'étendue de la consommation de drogue dans différentes villes du Canada et l'évolution de cette consommation au fil du temps. Donc, finalement, l'idée, c'est que quand quelqu'un utilise des drogues, il ingère des drogues, ça va ensuite se retrouver dans les urines et donc dans les eaux. Tu vois qu'il y a vraiment une nuance entre dans le les deux. fond, je vais juste vous rappeler de vous garder en silencieux si possible. Là, c'est... Merci. Et donc, l'une des questions méthodologiques qu'on doit se poser, c'est quelle méthode utiliser pour prélever les eaux usées, les analyser. Donc, est-ce que j'ai un volontaire ou une volontaire pour donner un petit peu des idées là-dessus? Non? OK, c'est pas grave, on a des activités après de toutes les manières. Alors, la première question, c'est où prélever les eaux usées? Alors, au centre-ville, à l'extérieur de la ville, à 30 km de la ville, c'est des questions qu'on doit se poser. La quantité, la fréquence et l'heure. Pour des questions logistiques, on peut imaginer qu'on ne peut pas prendre des tonnes et des tonnes d'eau usée parce qu'on doit les stocker, ensuite ça doit être analysé. Donc, on doit quand même trouver une méthode de prélèvement qui puisse nous aider ensuite à quand même obtenir des estimations qui fassent du sens. Il faut prendre en compte la capacité et les coûts de laboratoire, donc les personnes qui sont spécialisées pour analyser ce type d'échantillon d'eau. Puis ensuite, la question qu'on se pose, c'est on a juste accès à des petits échantillons, dans le fond. Puis comment, à partir de ces petits échantillons, on est en mesure d'estimer la consommation totale de toute une ville, finalement. Puis pour ce faire, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la théorie de l'échantillonnage, puis on utilise également de la modélisation statistique. Donc, c'est un projet qui a eu lieu, puis qui nous a quand même donné de bons résultats, dans le fond. Alors là, j'ai préparé quelques petites activités pour vous, dans le fond. Puis ce que j'aimerais discuter aujourd'hui, c'est la notion de statistique fallacieuse. Donc, fallacieux, qu'est-ce que ça veut dire? En termes de définition concrète, ça veut dire qu'il cherche à tromper. Puis en termes de synonyme, on a faux, mensonger. Puis ces exemples-là vous montrer un petit peu comment parfois, quand on lit des conclusions statistiques, il faut prêter attention parce que des fois, ce n'est pas aussi simple que ça. Puis je pense que c'est pas mal d'actualité, surtout avec de nombreux articles qui voient le jour dans les journaux ou dans les réseaux sociaux qui disent « oui, les données nous montrent ceci, les données nous montrent cela ». Je pense que c'est important de réaliser qu'il faut toujours garder un esprit un petit peu critique quand on lit des conclusions statistiques, dans le fond. Donc, je vais vous donner un énoncé et une conclusion, puis vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez. On a 100 étudiants d'une école qui ont été expulsés pour cause de tricherie. Sur ces 100 étudiants expulsés, 50 ont des cheveux longs, puis 50 ont des cheveux courts. Puis la conclusion qui est associée ici, c'est que le risque d'expulsion ne varie pas en fonction de la longueur des cheveux. Puis j'aimerais un peu avoir des idées. Est-ce que quelqu'un se dit c'est vrai ou est-ce que quelqu'un se dit que c'est faux? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec cette conclusion ou pas? C'est vrai? Ouais, on dit c'est vrai. OK. Est-ce que quelqu'un pense que c'est faux? Est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas? C'est vrai. C'est vrai? OK. Ouais. OK, c'est bon. Alors, moi, ce que je dis, c'est « je ne sais pas, il me manque de l'information ». Oups. Hey. Puis là, ce que je vais vous donner comme information supplémentaire, c'est que 300 étudiants aux cheveux courts ont été soupçonnés de tricherie et 55 étudiants aux cheveux longs ont été soupçonnés de tricherie. Puis là, ça ne veut pas dire grand-chose, mais on va avoir quelque chose de visuel ici. Donc ici, on a les personnes aux cheveux courts, puis ici, on a les personnes aux cheveux longs. En bleu, ou du moins le rectangle de gauche, on va avoir les personnes qui sont soupçonnées de tricherie, ici et ici. Puis ici, en orange, ou le rectangle de droite, on va avoir ceux qui ont été expulsés. Puis ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que les personnes aux cheveux courts, on en avait 300 à la base qui étaient soupçonnées de tricherie. Puis, on en a eu seulement 50 qui ont été expulsés. Et 50 représentent 17%. Maintenant, quand on regarde les cheveux longs, on s'aperçoit qu'on en avait 55 qui avaient été soupçonnés de tricherie, puis 50 qui ont été expulsés. Et ça représente 91%. Alors, vous allez me dire pourquoi j'en avais beaucoup plus soupçonné de tricherie qui avaient les cheveux courts
plutôt que qui avaient les cheveux longs, c'est tout simplement parce que dans la population imaginaire dont je parle, il y a beaucoup plus de personnes aux cheveux courts que de personnes aux cheveux longs. Mais ce n'est pas ça l'aspect qui est important. L'aspect qui est important, c'est que quand on a les cheveux courts et qu'on est soupçonné de tricherie, on a seulement 17% de chances d'être expulsé. Donc, un cinquième finalement qui vont finalement être expulsés suite à un soupçon de tricherie. Puis quand on regarde les personnes aux cheveux longs, ce qu'on s'aperçoit, c'est si on est soupçonné de tricherie, on a 91% de chances d'être effectivement expulsé. Donc, si on est soupçonné de tricherie en ayant les cheveux longs, on a une très forte chance d'être finalement expulsé. Donc, quand on regarde un petit peu ça, ça veut dire que dire uniquement sur ces 100 étudiants expulsés, 50 ont des cheveux longs et 50 ont des cheveux courts, sans donner plus de contexte, est fallacieux. Parce que la conclusion qu'on se dit, oh, il n'y a pas finalement de discrimination ou alors la longueur de cheveux n'a pas d'influence sur la décision d'être expulsé ou pas. Et ce que ça apporte, cet exemple, c'est qu'il faut toujours se poser la question de s'il existe une information supplémentaire qui aiderait à interpréter les données. Il est important de souligner ici l'hypothèse suivante, c'est qu'on assume qu'une personne avec les cheveux courts ne triche pas plus qu'une personne ayant les cheveux longs. Puis autant que cet exemple relève de l'imaginaire, il faut comprendre que c'est des concepts qui existent dans la vie réelle. Quand on parle d'inégalité, de discrimination ou de décisions qui sont prises basées sur un aspect physique. Donc là, c'est les cheveux longs, les cheveux courts, donc la longueur de cheveux, mais dans la vie réelle, il y a d'autres aspects physiques qui peuvent créer une réelle inégalité ou une discrimination, dans le fond. Là, j'ai un autre exemple, c'est on s'intéresse à la taille moyenne des individus au Canada. Puis on possède les résultats de 3 études différentes. Chacune des études a utilisé un échantillon de 50 personnes. Puis la conclusion de ma première étude, c'est que les individus ont en moyenne une taille de 4 pieds et 6 pouces. La conclusion de ma deuxième étude, c'est que les individus ont en moyenne une taille de 6 pieds et 6 pouces. Puis pour mon étude 3, ma conclusion, c'est que les individus ont en moyenne une taille de 5 pieds et 6 pouces. Puis la question que je vous pose, c'est selon vous, quelle étude vous paraît la plus fiable, la plus correcte finalement? Madame, j'ai une question. Oui. Madame, on dit que les individus ont en moyenne une taille de 4 pieds. Madame, un individu peut avoir 4 pieds. C'est parce que le système métrique au Canada, c'est en termes de pieds et de pouces. Étant moi-même issue d'un système métrique, c'est un petit peu différent. Fait que, laisse-moi te dire la chose suivante. Est-ce que tu es familière avec les centimètres et les mètres? Oui. OK. Ce que je vais dire n'est pas tout à fait correct, mais en gros, ce qu'on dit ici, c'est que l'étude 1 te dit que les individus en moyenne ont une taille de 1,20 m. Étude 2, les individus en moyenne ont une taille de 2 mètres. Et étude numéro 3, les individus ont en moyenne une taille de 1,70 m. Toi, tu fais 1 mètre combien? Est-ce que tu sais combien tu mesures à peu près? 1,55 m, un truc comme ça. OK, 1,55 m et j'imagine que tu n'as pas nécessairement fini ta croissance. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ce qui se passe, c'est qu'ici, on a des gens d'1,20 m. C'est comme les enfants, tu sais. Ici, c'est 2 mètres. C'est très, très grand. Puis ici, c'est comme 1,60 m, 1,65 m. Donc ça, c'est un petit peu plus 1,65 m, 1,70 m. Donc c'est un petit peu plus proche de ta taille à toi environ. Est-ce que ça te permet de mieux comprendre? Oui, madame, merci. Parfait. Donc, selon vous, ou selon toi, Sarah, si tu veux répondre, quelle étude te paraît ou vous paraît la plus fiable, si on regarde les conclusions ici? On ne sait pas. Moi, ce que j'aurais tendance à... Je pense à l'étude 3. Oui, l'étude 3, bah, regarde, c'est ce que j'ai mis aussi. Est-ce que quelqu'un a une objection pour l'étude 3? Est-ce que quelqu'un pense à autre chose? Non? OK. Moi, je pense que c'est l'étude 3. Ça me paraît la plus correcte. Puis, voici finalement un petit peu des informations supplémentaires pour que vous compreniez mieux les conclusions de l'étude. C'est que les études, finalement, il n'y en a aucune qui a tort en tant que telle pour la simple raison. C'est que l'étude 1 utilise un échantillon composé uniquement d'enfants entre 8 et 10 ans.
Donc, c'est pour ça qu'on avait une petite taille Ouais. en termes de conclusion. L'étude 2 utilise un échantillon composé uniquement de joueurs de basket masculins professionnels. C'est pour ça que la conclusion, c'était qu'on avait des personnes très, très grandes en moyenne. Puis l'étude 3 utilise un échantillon composé de personnes prises au hasard dans un centre commercial. Et c'est pour ça que ça avait l'air de ressembler un petit peu plus à ce qu'on s'attendrait dans le fond. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est quand on nous dit, oui, l'étude nous indique telle information, il est toujours important de se poser la question de comment les données ont été finalement collectées, dans le fond. Puis, ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder la chose suivante. Maintenant, on va penser à un autre problème et on va dire, maintenant, ce n'est plus la taille qui m'intéresse, c'est le salaire moyen des Canadiens en général, finalement. Puis, j'ai accès à ces 3 échantillons-là de 50 personnes. Quel échantillon parmi ces 3 on devrait choisir? L'échantillon 1 qui est seulement composé d'enfants, l'échantillon 2 qui est seulement composé de joueurs de basket, ou l'échantillon 3 qui a l'air d'être des personnes prises au hasard dans un centre commercial, finalement. Est-ce que quelqu'un a une idée de c'est quoi qu'on devrait utiliser? Pourrais-je répondre? Ouais. Selon moi, on devrait utiliser l'échantillon composé de personnes prises au hasard dans un centre commercial. Ouais, Vu moi, que- je suis pas mal. Moi, je suis d'accord. Ouais, tu es d'accord aussi? Écoute. Vu que Ouais, vas-y, dis-moi. si on utilise l'échantillon composé uniquement d'enfants entre 8 ans et 10 ans, ils n'ont pas réellement de salaire. Les enfants de 8 ans ne travaillent pas, ils sont à l'école. Exact. Je Pour suis ceux d'accord. jouant au basket, c'est juste des personnes qui jouent au basket. Il n'y a pas d'autre boulot. C'est juste. On ne sait pas, c'est parmi seulement les des enfants, personnes. les joueurs de basket, là, il peut aussi avoir des enfants. Ouais, des enfants, des petits-enfants, même de 5 ans. On ne sait pas. Donc, maintenant, quand on parle d'études 3, Ouais, et puis je pense que le problème avec l'étude 2, c'est que les joueurs masculins de basket, là, ils ont tendance à gagner beaucoup, beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Exactement. Donc, ça veut dire que si on commence à prendre la moyenne, on va conclure qu'il y a vraiment un très, très haut salaire. Puis, je ne pense pas que ça reflète réellement la réalité de tous les Canadiens. Donc, je suis d'accord avec vous. Moi, j'aurais tendance à dire, on utilise, s'il y a juste ces 3 échantillons disponibles, j'utiliserai l'échantillon de l'étude 3. Par contre, ce n'est pas si simple que ça. Ce que moi, je dirais, c'est, et je vais vous laisser là-dessus, vous n'avez pas besoin de répondre, on va avoir une session un petit peu de discussion jusqu'à 11h30, de toutes les manières. La question que je pose, c'est est-ce que c'est même parfait? Est-ce que c'est parfait d'utiliser l'étude numéro 3 composée de personnes prises au hasard dans un centre commercial? non, madame. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est quel type de population qui va au centre commercial? Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens nécessairement d'aller au centre commercial. Puis, il faut penser à la période de l'année. Si on se dit, on prend des personnes au hasard au centre commercial, mais pendant les périodes des fêtes, ça ne va pas être le même type de population que si on prend des personnes au hasard dans le centre commercial le jour le plus froid de l'hiver. N'est-ce pas? Ça ne va pas être le même type de personnage, ça ne va pas être le même type de dépenses. Puis aussi, est-ce qu'il y a des centres commerciaux partout au Canada? Dans les grandes villes, je suis pas mal sûre qu'il y en a. Mais dans les villes un petit peu plus rurales, est-ce qu'il y en a? Donc, tout ça, c'est un petit peu des choses qu'il faut prendre en considération dans le fond. Puis, tout ça pour dire, encore une fois, qu'il faut prendre l'ensemble de l'information et pas juste prendre les conclusions et les résultats tels qu'ils sont. C'était tout pour moi. On va avoir une session de discussion jusqu'à 11h30, il me semble. Donc, merci beaucoup. Puis également, vous aurez cette information-là là, dans mes acétates. Je pense que vous aurez accès à la présentation. C'est à propos du centre de services de données donc, qui offre différents services finalement pour les utilisateurs de données de Statistique Canada, dans le fond. Donc, je propose que j'arrête de partager. Puis, Paul, à moins que je me trompe, jusqu'à 11h30 si on a des questions dont on veut discuter ou s'il y a des choses qui veulent être mentionnées par les étudiants, dans le fond. Oui, c'est ça. On peut prendre des questions au moment. Ouais. Alors, quelqu'un a des questions sur les exemples, sur le parcours, des choses qui n'ont pas été claires? Il ne faut pas hésiter. Non? Moi, j'ai une question. Madame, OK, allons-y. Allez, ça va.
Madame, vous avez déjà enlevé le partage d'écran. En fait, par rapport aux échantillons, je crois que c'était la première partie. Ouais, attends, je vais repartager mon écran. Parler. Les 3 échantillons ici, là? Le premier, en fait, je crois que c'était le premier. Ouais. Le premier exemple? Oui. Ouais, c'était le premier exemple. Ouais. Par rapport au premier exemple, par rapport à cette étude-ci, madame, vous avez quelle étude était la plus fiable? Vous avez dit qu'on a d'abord vérifier s'il y a une information supplémentaire. Madame, mais s'il n'y a pas d'information supplémentaire, si on donne juste ça comme ça, et il n'y a pas d'information supplémentaire, parce que là, dans ce cas, on avait une information supplémentaire, et avec cette information supplémentaire, on pouvait déjà avoir un réflexe, en fait, de ceci peut être le résultat de nos attentes. Bon, moi, je demande, en fait, et s'il n'y a pas d'information supplémentaire? Ouais, c'est une très bonne question que tu poses. C'est une excellente question. Ça dépend en fait. Ça dépend. Je pense que ça dépend. Est-ce que tu lis juste un article de journal comme ça? Dépendamment du journal qui est lu, il y en a qui vont faire un travail plus ou moins fort et plus ou moins détaillé, à rester professionnel et à donner toute l'information complète. Donc, dépendamment de ça, déjà, des fois, ils fournissent l'information. Quand on ne le fournit pas totalement, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai tendance à être un petit peu, on va dire, méfiante et dire, je ne suis pas sûre. C'est-à-dire que, OK, ça a l'air intéressant comme conclusion, mais je ne suis pas sûre de ça. Après, dépendamment de si l'information t'intéresse réellement, tu peux toujours poser la question aux personnes qui ont écrit l'article, tu peux toujours les contacter. Je sais qu'à Statistique Canada, quand on va publier des études, quand on va publier des conclusions, il y a beaucoup d'informations qui est donnée pour s'assurer de l'interprétabilité des données et des résultats. Donc, ça veut dire que normalement, il va avoir l'information complète pour s'assurer que la personne qui lit les conclusions puisse vraiment savoir de quoi il en retourne et puis comprendre un petit peu les limites finalement des conclusions apportées. Ce que je dirais, c'est qu'il faut quand même rester méfiant, puis on va dire faire preuve de jugement également et de bon jugement. Je pense que c'est ça. J'espère que si tu lis un jour un article qui te dit que tous les individus au Canada en moyenne mesurent 1,15 m, 1,20 m, je pense que tu vas pouvoir te dire il y a sûrement quelque chose qui me manque ici. Je ne suis pas sûre que ça soit vrai, tu vois. Peut-être que tu n'auras pas toute l'information qui te permettra de savoir c'est quoi la taille moyenne, mais au moins, je pense que tu vas faire preuve d'esprit un peu critique et t'assurer de ne pas juste tout prendre pour argent comptant, c'est-à-dire vraiment pas tout prendre et dire « Ok, donc c'est ça la réalité dans le fond ». Je pense que c'est plutôt ça. C'est des fois, on n'a pas toujours accès à l'information, mais ce qui est important de réaliser, c'est que étant donné qu'on n'a pas toujours accès à toute l'information, il ne faut pas toujours croire ce qu'on lit finalement, ce qu'on nous dit. Il ne faut pas hésiter à poser des questions, même si on n'a pas forcément la garantie d'avoir les réponses associées dans le fond. La méfiance. C'est méfiance ou plutôt l'analyse critique scientifique, ce que je dirais. C'est plutôt ça, dans le fond. C'est important de rester alerte et de se dire est-ce que ça fait du sens ou est-ce que ça ne fait pas de sens? Plutôt, dans le fond. That's okay, thank you. Parfait. Il nous reste 2 minutes dans le fond. Donc, j'ai une question. Oui, parfait. En fait, c'est 2 questions. Oui. Une question qui est personnelle, puis l'autre qui est plus générale. Oui. En fait, quelque qui est personnel, c'était au niveau de votre choix de ce métier. C'est-à-dire que mettez-vous, par exemple, à l'âge des enfants qui sont en face de vous, des élèves du secondaire. Quand vous avez eu cet âge, est-ce que vous avez une idée du métier que vous avez fait? En particulier, est-ce que vous avez une idée d'être peut-être statisticienne, de travailler à Statistique Canada, ou bien vous avez déjà voilà, est-ce que vous avez voulu être statisticienne? Est-ce que déjà il y avait des pistes? Ok, bonne question. Ce que je dirais, c'est qu'à un très jeune âge, j'ai développé beaucoup d'appréciation pour les mathématiques, en fait. Ce que j'aimais avec les mathématiques, c'est que
c'est vrai, c'est faux, c'est logique, il n'y a pas de subjectivité. Et ça veut dire que c'est des preuves, puis c'est ça, c'est pas une interprétation. Dans le fond, j'ai toujours aimé ça et je trouvais qu'il y avait toujours une beauté finalement de comment parfois les mathématiques fonctionnaient quand on fait des preuves, que ce soit de la géométrie ou de l'algèbre ou ce genre de choses. J'aimais pas beaucoup les statistiques quand j'avais votre âge en fait, parce que la manière dont c'était enseigné, parfois, je ne comprenais pas très, très bien. Puis, quand je suis arrivée à l'université, il y avait un cours de statistique obligatoire dans mon baccalauréat de mathématiques. Puis, j'avais ce prof-là qui a réussi à nous faire réaliser à quel point les statistiques étaient importantes, à quel point les décisions de gouvernement, les décisions de manière générale sont prises sur des statistiques. Pour pouvoir aider certaines populations, on a besoin d'avoir des statistiques qui nous démontrent « Hey, ces populations-là ont besoin d'aide ». J'ai parlé de discrimination, d'inégalité. Il y a plein de sujets de la sorte, dans le fond. Et une fois que j'ai réalisé ça, que en fait, les statistiques, ça permet de mettre en pratique la beauté des mathématiques au service de la population, c'est là où je me suis dit « Waouh !» C'est vraiment bien, dans le fond. Je peux utiliser quelque chose que j'ai toujours pensé être théorique pour vraiment aider finalement une population. Puis par la suite, je me suis aperçue que Statistique Canada existait, dans le fond, puis qu'il y avait ce poste-là de méthodologiste. Il y a d'autres postes à Statistique Canada, il y a des analystes également. Et ce que j'aime beaucoup pour Statistique Canada, c'est qu'il y a toujours une emphase qui est mise sur la rigueur des procédures et aussi s'assurer que ce qu'on dit, les données qu'on a ne sont pas empreintes d'un jugement au préalable, mais sont vraiment là pour refléter la réalité des faits, dans le fond. Donc, c'est ça, Aman. Okay. La deuxième question rapide, elle est générale. Au fait, je vous entends plus. Excusez-moi. Est-ce que... Oui, voilà, ouais. Ça va? Ouais. Donc, je disais que dans votre intervention, vous avez été complet, mais il y a un élément que je voulais que vous précisez, parce que c'est aussi un élément qui motive. Globalement, sur l'échelle salariale, un méthodologiste, au niveau salarial, quel peut être quand même son niveau salarial? Vous savez quoi? On va continuer avec l'information, avec la présentation de Diane, puis je vais vous chercher l'information parce que j'ai besoin de l'information au niveau d'entrée, ce genre de choses, puis il y a tout sur Internet. Okay. Fait que je propose qu'on procède avec l'information de Diane, puis ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un lien avec toute l'information finalement et je vais marquer ça dans le chat là, ça sera plus clair. C'est bon? Ok, merci. Ok, monsieur Paul, vous avez la parole. Parfait, donc je vais prendre la relève. Merci, Merci Kenza pour ta présentation. Je vais juste partager la mienne, donc 2 secondes, s'il vous plaît. OK. Bon, bonjour tout le monde. Laissez-moi juste... Okay. Mon nom est Jeanne et je suis ici pour vous parler de la science des données, de mon parcours professionnel. Si vous avez des questions pendant ma présentation, n'hésitez surtout pas à m'interrompre ou les écrire dans le chat. Et je vais faire de mon mieux pour les adresser. Si quelque chose que je peux de répondre, je vais vous envoyer une réponse plus tard. Donc, vous pouvez poser toutes sortes de questions. Gênez-vous pas. OK. Donc, on va commencer par mon parcours. Je ne sais pas pourquoi ça roule à la place de juste changer d'acétate, mais on fait avec ce qu'on a. Donc, mon parcours est définitivement un peu éclectique. J'ai grandi à Montréal et j'ai fait mon cégep en sciences de la santé. Puis, j'ai emménagé à Ottawa pour entamer mon baccalauréat en sciences sociales et psychologie. Pendant que j'étais à l'université, pendant l'été 2016, il y avait le recensement, le même que Kenza avait parlé un peu plus tôt, mais ça arrive tous les 5 ans. Donc, pour le recensement, j'ai obtenu un poste d'agente d'aide téléphonique. Donc, ça m'a donné une première expérience avec Statistique Canada. Puis, quelques mois avant d'avoir complété mon baccalauréat, j'ai obtenu un poste de recrue avec l'agence. Puis, une fois mon baccalauréat complété, je suis rentrée dans le programme de recrutement d'analystes, ce qui m'a permis de travailler parmi différentes équipes sur des projets variés.
Cependant, ce n'était pas la fin de mon apprentissage et je ne pense pas qu'il y aura une fin à mon apprentissage. Comme vous pouvez voir, même après avoir obtenu un poste en tant qu'analyste à Statistique Canada, bon, je prends encore des formations de programmation, de gestion de projet, formation statistique en économie d'entreprise. Donc, l'apprentissage est vraiment quelque chose qu'on passe toute notre vie à faire. De retour sur le côté professionnel, donc lorsque j'ai eu mon poste d'analyste, j'ai eu la chance de travailler avec Enterprise Statistics, le domaine des statistiques d'entreprise. Puis, j'ai travaillé avec l'investissement en sciences et technologies, où est-ce que j'ai produit 2 enquêtes majeures économiques, soit l'investissement on va en parler un peu plus tard, mais c'est l'investissement en construction de bâtiments et les permis de bâtir. Et puis récemment, en octobre 2021, je me suis jointe à la division de sciences et données, puis c'est maintenant que je vous fais la présentation. Avant de se lancer sur le sujet, déterminons ce qu'est la science des données. Elle représente l'intersection de 3 éléments. L'expertise dans un domaine particulier, la programmation informatique, ainsi que les mathématiques et statistiques. Les spécialistes des données, les informaticiens, les statisticiens et autres types de scientifiques peuvent utiliser l'apprentissage automatique dans leur travail. Les techniques de sciences des données, telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, sont utilisées pour résoudre des problèmes analytiques complexes. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos scientifiques des données et nos méthodologistes collaborent à l'avancement de projets d'envergure qui contribuent au mandat de l'agence et du gouvernement, soit de fournir des renseignements et des analyses statistiques sur la structure économique et sociale du Canada, dans le but de permettre l'élaboration et l'évaluation des politiques et de programmes publics et de faciliter la prise de décisions publiques privées au profit de tous les Canadiens, ainsi que promouvoir l'utilisation de pratiques et normes statistiques reconnues. Ce que je viens de vous dire et ce qui est sur la diapositive, c'est un peu ce à quoi Kenza a fait mention qu'elle aimait chez Statistique Canada, mais c'est notre mandat. C'est le mandat de l'agence. Et puis, si vous voulez un peu plus d'informations, il y a un lien au bas de l'acétate qui vous allez pouvoir voir tout le mandat de Statistique Canada. Les applications de la science des données sont nombreuses. Par exemple, le traitement de langage naturel permet à un programme informatique de reconnaître le langage humain tel qu'il est parlé et écrit. Un autre exemple d'application, c'est l'ingénierie des données et la création de pipelines, si on veut le prononcer en français. Dans le domaine de la science des données, une pipeline est un ensemble de codes et de processus qui convertissent des données brutes en données utilisables. De quoi ça a l'air? Exemple, on a des images satellites desquelles on veut extraire de l'information. Pour extraire de l'information d'une image, il faut, faut que la taille de l'image soit à une certaine résolution, il faut que les images soient lisibles. Donc, tout ça était habituellement des choses qui étaient faites à la main et c'était environ 80% du travail qui était mis dans un projet. Et puis, avec des pipelines, ça permet de sauver beaucoup, beaucoup de temps et d'automatiser ces processus laborieux. Un autre exemple avec lequel vous êtes certainement familier, les chatbots. Est-ce que vous êtes familier avec des chatbots? Quelqu'un peut nommer un endroit où ils ont vu un chatbot, où ils ont interagi avec un chatbot? Non? Vous avez des téléphones intelligents? Lorsque vous faites « Hey Siri, OK Google », c'est un exemple d'intelligence artificielle de conversation, Conversational AI en anglais. Donc, c'est toutes des applications de sciences des données auxquelles on ne pense pas nécessairement, mais qui sont très utiles et aussi très dans nos vies de tous les jours. Même les applications de traduction. Oui. Et dit que même les applications de traduction. Ils sont codés? De quelle application?
peut-être traduction français-anglais, que tu parles en français, l'application répond, ça parle également, ça traduit plutôt en anglais en parlant. Parce que ça doit apprendre le langage naturel et puis la grammaire d'une langue à l'autre, ça doit la comprendre et la traduire. Si ça ne fait pas juste traduire mot pour mot, parce que habituellement, c'est facile lorsqu'on a une traduction mot pour mot, ça ne sonne pas tout à fait bien. Mais l'intelligence artificielle fait en sorte qu'on peut reconnaître la grammaire, la structure de la phrase va être solide, si ça fait du sens. Non, tout ça, c'est bien beau, mais on ne peut pas faire de gâteau sans ingrédients. Et dans le domaine de la science des données, clairement, les ingrédients, c'est les données. Donc, on a différents types de données qui sont utilisées dépendamment de notre problématique ou de ce qu'on cherche à résoudre ou à améliorer. Données de lecteur optique, articles de presse, imagerie satellite, état financier, web scraping, qui est aussi quelque chose d'intéressant. Web scraping, c'est le données moissonnées sur le web. Permet de lire des pages web et de recueillir l'information qui est à l'intérieur. Ou, par exemple, les données de lecteur optique, de scanner. Lorsque vous allez au magasin et vous achetez votre épicerie, chaque article que vous achetez, il est scanné à la caisse. Et puis, ces données-là révèlent beaucoup d'informations sur les habitudes de consommation des Canadiens et Canadiennes qui sont très utiles. Donc, pour passer un peu plus aux choses concrètes, on va explorer 2 projets qui utilisent un ensemble de techniques et technologies d'apprentissage automatique pour proposer des solutions pratiques à des problèmes de tous les jours. On va parler d'imagerie satellite et de traitement d'images pour l'estimation de la superficie de culture, ainsi que la détection automatique de chantiers de construction. Pardon. Tout d'abord, Statistique Canada conduit une série d'enquêtes chaque saison agricole pour recueillir de l'information sur les intentions de semer, la superficie des semences, le rendement des cultures et le rendement estimé. Statistique Canada a un projet d'estimation de la superficie à partir d'images satellites, ce qui va permettre d'avoir des estimations plus rapides disponibles tout au long de la saison de croissance. Une réduction du nombre de répondants à l'enquête sur les cultures et aux autres enquêtes agricoles, ainsi qu'aux coûts associés, parce que ça coûte beaucoup d'argent de mener ces enquêtes et de joindre les répondants et de recueillir l'information, et ainsi aussi réduction du fardeau de réponse de nos répondants. Ces répondants ont des cultures, ont des fermes, c'est des agriculteurs. Ils sont occupés, ils n'ont pas le temps de remplir à chaque année ou à chaque, peu importe la fréquence, de remplir des formulaires ou d'être tout le temps en contact. Donc, c'est quelque chose qui aide beaucoup nos répondants lorsqu'on peut avoir l'information d'une autre façon que de leur poser directement ces questions et de prendre leur temps pour qu'ils nous donnent les réponses. Et puis sur la droite, vous voyez une image satellite. Le Landsat 8, c'est le nom du satellite qu'on utilise pour avoir nos images pour ce projet pilote. Et puis, ça nous permet d'avoir des estimations de quel genre de culture est poussée. Donc, vous voyez, on a du blé, du canola, de la luzerne. Et notre couverture de terrain est très, très grande, qui est disponible pour les satellites, ce qui rendrait l'enquête extrêmement facile. Et dans le chat est disponible le lien pour les salaires que Kenza avait mentionné plus tôt. Un autre projet d'utilisation du traitement d'images satellites et d'intelligence artificielle, c'est la détection automatique des chantiers de construction à partir d'images satellites. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un peu plus tôt, je vous ai parlé de mon temps brièvement avec
la division d'investissement en sciences et technologies. Donc, lorsque j'étais là, j'ai travaillé sur les enquêtes qui utiliseraient ce projet pilote. Donc, un peu de mise en contexte, la Société canadienne d'hypothèques et de logement consacre actuellement des ressources importantes au suivi des débuts et des fins des projets de construction à travers le Canada. Et Statistique Canada utilise ces statistiques de début et de fin, ces informations de début et de fin, pour le programme de permis de bâtir et d'investissement en construction des bâtiments, deux de nos publications majeures économiques qui sont disponibles dans le quotidien. On utilise ces dates de début et de fin pour pouvoir modéliser l'investissement à travers le temps. Mais la façon que cette information-là est obtenue, c'est que la SCHL, souvent, elle va envoyer des personnes sur le terrain pour vérifier l'état de chantier de construction, pour voir s'ils ont commencé ou pas encore, ce qui, premièrement, prend beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de temps, beaucoup d'essence, mais coûte beaucoup d'argent. Donc, le projet pilote de détection automatique applique l'intelligence artificielle pour détecter automatiquement les chantiers de construction et les différentes phases de construction, y compris le début et l'achèvement, sur des images satellites. Cela produirait des données en presque temps réel, ce qui a le potentiel de réduire les coûts de collecte et d'améliorer la qualité des données pour la SCHL et Statistique Canada. Ayant travaillé sur les deux autres enquêtes ici, le permis de bâtir et investissement en construction de bâtiments, je sais que il y a eu beaucoup de défis par rapport à ce projet, mais ce n'était pas nécessairement des choses auxquelles on aurait pensé. Est-ce que vous avez des idées à quels défis auraient pu être liés à l'utilisation d'images satellites pour détecter des chantiers de construction? Non? Personne? Je vais vous en donner un. Le premier exemple, c'était pour des cultures, des pousses. Ça, habituellement, si en été, on est correct. Cependant, étant au Canada, environ de 8 à 10 mois de l'année, il neige, il fait froid dehors. Donc, c'est toutes des choses à prendre en considération, l'angle du soleil et les ombres que ça crée sur les immeubles, ou la couverture des nuages, ou s'il y a de la neige. Donc, c'est tous des problèmes qui doivent être résolus par nos scientifiques des données et en utilisant les données qu'ils ont et les techniques à leur disposition. Bon. Mon activité est un peu plus courte que celle de Kenza, mais je trouve qu'elle est intéressante néanmoins. Donc, je vous lance la balle à votre camp. Essayez de trouver des questions dont vous croyez qu'une réponse pourrait être obtenue en utilisant la science des données. Ou si vous aviez des questions par rapport à la présentation ou quoi que ce soit. Ici, il n'y a pas de questions. Moi, j'ai une question. Oui, je vous écoute. OK. Je reviens un peu, c'est la même question que j'ai pratiquement posée à votre collègue tout à l'heure. À quel moment, en vous mettant effectivement à la place des jeunes élèves et même des parents d'élèves qui sont là, à quel moment, parce que les scientifiques de données, ce n'est pas une fonction qui est connue. À quel moment vous avez fait ce choix de carrière? Si vous vous rappelez de mon parcours scolaire, j'ai fait mon cégep en sciences de la santé. Je pensais que j'allais être biologiste. Et puis, j'ai fait mon université en sciences sociales et psychologie. Je pensais que j'allais être psychologue. Mais lors de mon université, j'ai eu la chance d'interagir en tant qu'un emploi d'été avec Statistique Canada, ce qui m'a fait découvrir l'agence et puis leur mission et
aussi, je fais juste traverser la rue pour me rendre à Statistique Canada. J'habitais pas loin de l'immeuble du gouvernement. Donc, ça m'a intéressée et puis j'ai regardé le genre d'emploi qui était disponible à l'agence et puis j'ai découvert le programme de recrutement postsecondaire. Donc, c'était jamais une décision que j'étais comme, OK, quand je vais être grande, je vais travailler à Statistique Canada. J'ai fait ma vie, j'ai évolué. Puis quand j'ai trouvé quelque chose qui m'intéressait et qui avait du potentiel, que je voyais du potentiel, que je pouvais grandir et faire une carrière là, c'est un peu ce que j'ai choisi. Donc, ma première expérience, j'ai entendu parler des programmes de recrutement qui permet une évolution assez rapide dans carrière d'analyste. Et assez bien encadré avec des formations, du support, un système de mentorat. Donc, c'est pas mal ça et j'ai évolué. Et puis maintenant, je fais un peu plus de gestion de projet. Une chose que je trouve intéressante à Statistique Canada, c'est on parle de tout. Il y a de tous les sujets. Statistique Canada, vraiment, ça reflète la population canadienne et puis la population canadienne étant diverse comme elle touche à tous les sujets. Donc, n'importe quoi qui t'intéresse, tu peux travailler dessus. Mais non, c'était pas un plan fixe ou quoi que ce soit. C'était un peu comme ça avance, mais je suis très contente de où est-ce que je suis en ce moment. Je ne changerai rien à mon parcours. OK, c'est super. Bon, je crois qu'il y a une activité de synthèse, M. Paul, à 11h45, activité de synthèse, c'est ça? Mais on a épuisé, parce que normalement, c'est mis à 11h45, activité de synthèse. C'est quand j'ai demandé si quelqu'un avait des questions. OK. OK. Bon, donc, si vraiment vous avez des questions, les élèves et les parents d'élèves, s'il y a une question, vous pouvez la poser, quel que soit aux deux intervenants. Vous pouvez le faire dans le chat ou bien intervenir directement. Pas de questions? Apparemment, il n'y a pas de questions. Et donc, je vous lance la parole, M. Paul. Oui, merci beaucoup, Joie, et merci beaucoup à Kenza, Jeanne, pour cette présentation. Et merci pour l'excellent travail que vous faites pour Statistique Canada. Plus n'importe encore, un grand merci à tous les élèves présents aujourd'hui. C'est samedi. Merci beaucoup pour l'intérêt et à ce que nous faisons. J'espère pouvoir un jour travailler à vos côtés. Jusque-là, tout le meilleur dans vos études. Prenez tout soin de vous et passez un bon fin week-end. OK, merci, M. Paul. Sur ce, on va mettre fin à cette rencontre. Et n'oubliez pas de transmettre mes remerciements à Udon René et à Amada Colina. N'oubliez bien pas de sûr. transmettre. Donc, je vous remercie. Et bon, voilà. Donc, merci à vous tous qui êtes présents. Et donc, on met fin à cette rencontre et on est à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci Merci, aussi. au revoir. Merci, au revoir. Bonne fin de semaine. Ouais.